Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous l'avais teasé il y a quelques jours, mais on se retrouve pour ma petite vidéo de mes joueurs à suivre du moment. Je vous ai concocté une liste de 10 joueurs qui selon moi vont être des joueurs qui dans le futur auront des choses à montrer, et surtout en fait on va se baser sur cette fin de saison et aussi sur la saison prochaine, ce qu'ils vont pouvoir apporter d'ici là et ce qu'ils vont pouvoir apporter aussi la saison prochaine. Donc du coup on a 10 joueurs, j'ai fait un choix, j'ai fait des choix techniques, voilà, tout simplement. On va parler de un joueur qui va signer à Chelsea, donc voilà, pour ceux qui ne sont là que pour le contenu Chelsea, et ben vous inquiétez pas, vous êtes aussi servi avec un joueur qui est un joueur de Chelsea. Voilà, je vais pas trop spoiler, j'allais spoiler mais je vais pas trop le faire. Et voilà, donc restez sur la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout, c'est le plus important. Et nous on est parti pour une vidéo plutôt sympa et on va commencer directement, on perd pas plus de temps et on commence avec le premier. Le premier joueur de ma liste de mes 10 joueurs à suivre, il est argentin, il évolue du côté de la Serie A cette saison et c'est un joueur qui est soyeux avec le ballon dans les pieds, c'est Nico Paz. Nico Paz, le milieu offensif de Como, voilà, qui est arrivé cet été en provenance du Real Madrid. Et du coup, le Real a une clause de rachat. Ancelotti a même dit en conférence de presse que Nico Paz était leur joueur. Je crois qu'il a oublié que Como l'avait acheté, tellement la clause est basse. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être 90-95% de chances que Nico Paz retourne au Real la saison prochaine. Mais en tout cas, lui, d'après son agent, a envie de rester à Como une saison de plus. Donc voilà. Est-ce qu'il va rester à Como? Est-ce qu'il va au Real? Justement, c'est une très belle question. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'attends plutôt de voir, parce que évidemment Nico Paz avec le ballon c'est quelque chose d'assez impressionnant pour ceux qui auraient jamais vu jouer Como et qui auraient donc jamais vu jouer Nico Paz. Je vous invite vraiment à aller voir mais rien que des comps de lui, même si évidemment les comps c'est pas représentatif de la réalité, mais quand il a le ballon dans les pieds, tu sens qu'il peut faire quelque chose, il peut créer du jeu. Et voilà, ça c'est quelque chose de très important pour moi, surtout pour un numéro 10, c'est d'avoir cette qualité-là à la création, être capable avec le ballon dans les pieds finalement de faire de la magie, de créer le jeu de ton équipe, et ça il le fait très bien. Du coup pour chaque joueur, j'ai noté des points positifs et des points négatifs que je vais essayer de vous faire apparaître sur un visuel plutôt sympa si j'ai bien réussi mon coup, sinon je vous ferai sous forme de tableau, excusez-moi. Voilà, donc on va commencer avec du coup les points positifs. J'en ai décelé 3. On a déjà évidemment la qualité de passe qui est peut-être son point fort numéro 1. Voilà, avec les dribbles aussi, dont on parlera juste après. Mais que ce soit niveau passe ou niveau dribble, on est sur quelque chose de très haut niveau. On est sur un joueur de grand talent et je pense que s'il signe au Real, s'il re-signe au Real la saison prochaine, beaucoup de gens vont le découvrir et franchement c'est un joueur de très grande qualité quand il a le ballon dans les pieds. Donc voilà, la vision de jeu c'est aussi un point qui est très important, et là que ce soit avec ou sans ballon, il est capable de très bien lire le jeu de son équipe et de l'équipe adverse pour pouvoir distiller des bons ballons, et ça c'est très important et c'est super intéressant, surtout pour un numéro 10 encore une fois qui joue derrière deux attaquants du côté du Como de Fabregas. Et enfin j'ai noté le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, voilà, pour des raisons évidentes, même quand elle n'a pas le ballon dans les pieds, parce que Como c'est une équipe qui malheureusement n'a pas beaucoup le ballon. Voilà, c'est une équipe de milieu de tableau, c'est une équipe qui n'a pas énormément de possession, donc tu as quand même pas mal de temps que tu passes sans le ballon, et c'est quand même très intéressant de voir que même sans ballon, il se débrouille plutôt bien le petit. Et au niveau des points faibles, c'est le seul de la vidéo, le seul des 10 où j'ai pas vraiment noté de points faibles apparents dans les datas. Peut-être que ceux qui auraient vu peut-être tous les matchs de Como cette saison pourraient me reprendre, mais moi qui ai regardé peut-être 6 ou 7 matchs de Como contre les gros cette saison, plus voilà les stats avancées, j'ai pas noté de vrais points faibles pour Nico Paz. En tout cas voilà, c'est parmi les 10, peut-être dans le top 3 des joueurs que j'attends le plus. Évidemment la liste c'est pas un classement, mais voilà, Nico Paz fait partie des joueurs que même parmi cette liste j'attends le plus de voir au haut niveau sur les prochaines saisons. On passe au deuxième joueur et on va tout simplement s'envoler du côté de l'Allemagne et en Bundesliga avec un petit qui est très intéressant selon moi, c'est Tom Bischoff. Tom Bischoff du côté de Hoffenheim. Donc Hoffenheim c'est une équipe qui se bat pour le maintien, qui se bat pour ne pas être relégué en deuxième division cette saison, malgré le fait que l'année dernière ils aient fini très haut au classement et qu'ils se sont même qualifiés pour l'Europa League.
mais du coup ils sont en Europa League et d'un autre côté ils sont en train de se battre pour le maintien. Enfin je sais pas s'ils sont encore en Europa League, mais bref, je crois qu'ils se sont fait éliminer. Mais dans tous les cas voilà, Tom Bischoff c'est la lumière qui éclaire cette équipe. C'est voilà, c'est le seul joueur qui concrètement arrive à tirer son épingle du jeu du côté d'Hoffenheim, et dans une saison très compliquée avec une équipe de bas de tableau, il s'en sort très bien. Donc voilà, Tom Bischoff, j'ai pas grand chose de plus à dire que vraiment en fait il faut regarder l'équipe dans laquelle il est, avec quel joueur il est entouré, voir que les autres galèrent, les autres vraiment ont beaucoup de mal, et lui surperforme. Et lui il surperforme de fou. Et voilà, on va passer directement au point positif négatif, parce que voilà, Hoffenheim c'est pas une équipe que j'ai beaucoup regardé cette saison. Voilà, j'ai regardé leur match contre Lyon en Europa League, mais concrètement c'est à peu près tout. Donc du coup on va passer directement au stade avancé par les points positifs et négatifs. Je vais commencer par les points positifs en commençant par l'intelligence de jeu, qui est quelque chose de très important pour moi. C'est voilà, quand il a le ballon dans les pieds, il est intelligent. C'est comme Nico Paz, évidemment peut-être moins tourné vers l'offensif, beaucoup plus défensif. En même temps, tu as moins d'occasions de te montrer offensivement avec Hoffenheim. Et voilà, tu mélanges à ça l'intelligence de jeu, donc la vision du jeu, être capable de bien lire les choses. Tu rajoutes à ça une bonne qualité de passe, qui est son deuxième point fort, et tu retrouves un joueur qui est quand même de très bonne qualité. Et il est tellement de très bonne qualité qu'à la fin de la saison, et c'est quand même un point positif pour moi, je l'ai mis dans les points positifs, c'est qu'il vient de signer au Bayern. Les gars, il vient de signer au Bayern Munich, ce qui fait que l'année prochaine, on aura Tom Bischoff dans la meilleure équipe du championnat ou dans le top 2, enfin ça dépend comment vous voyez les choses, et on le verra en Ligue des Champions. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, beaucoup de gens découvriront aussi Tom Bischoff. Moi je vous le donne directement, voilà, hein, je vous l'offre sur un plateau d'argent en avance, pour que vous soyez pas choqués de l'arrivée de Tom Bischoff du côté du Bayern Munich. Et voilà, il arrive libre en plus, donc ça va être un gros coup pour le Bayern. Il est très jeune, hein, je crois qu'il a 19 ans, et c'est un joueur d'avenir, et j'ai hâte de le voir avec le Bayern la saison prochaine. Au niveau des points négatifs, j'en ai noté quand même un. Évidemment, c'est aussi allié avec son équipe, mais pour un joueur qui se veut quand même plutôt offensif sur le papier, on est sur un joueur qui tente assez peu de frappes avec son équipe. Donc voilà, que ce soit des frappes de loin, que ce soit des frappes dans la surface, tout ce que vous voulez, il tente très peu de frappes et c'est dommage. Je pense qu'il a aussi ça dans son bagage, et il devrait peut-être plus tenter pour être encore un meilleur joueur, en tout cas, et même pour sauver Hoffenheim de la D2. En tout cas, voilà pour Tom Bischoff, c'était le deuxième joueur. On passe au troisième joueur, et on va aller du côté de la Ligue 1 cette fois, et du côté de l'OGC Nice avec Evan Guessant que j'ai sélectionné. Evan Guessant, les gars, c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement, parce que déjà, je l'ai pas mal joué sur Football Manager. Et en plus de ça, voilà, c'est un joueur qui a pas mal galéré dans son début de carrière, et qui cette saison réussit enfin à trouver le niveau qui est le sien. Voilà, déjà il est régulièrement appelé en sélection avec la Côte d'Ivoire depuis, et voilà, il fait une saison à 12 buts je crois en peut-être une vingtaine de matchs, ce qui est très intéressant pour lui. Peut-être 25 matchs, 13 buts, 8 passes D, je crois, un truc comme ça, j'ai plus les stats exactes, mais on est quand même sur un très bon joueur, sur un joueur qui s'est vraiment totalement découvert cette saison. Voilà, il avait fait un bon prêt, je crois, du côté de Lausanne il y a quelques années, mais hormis ça, on n'était pas vraiment sur le joueur du siècle. Honnêtement, c'était un joueur assez mid, mais cette saison, il apporte vraiment quelque chose, et on sait que Nice a pas mal de galères avec Terem Moffi qui s'est fait les croiser au début de la saison, etc. Donc voilà, Guessant, c'est un peu la bouchée d'air frais pour l'OGC Nice, et leur classement en Ligue 1 le montre. Je crois qu'ils sont 4e de Ligue 1, hein. Après ça bouge beaucoup en ce moment avec vu que tout le monde perd à gauche à droite, mais je crois qu'ils sont 4e, donc voilà, ils sont en pole position pour aller chercher la Ligue des Champions, et ça peut être intéressant à voir l'année prochaine du coup en LDC pour Evan Guessant, qui voilà, en plus de ça, comme je l'ai déjà dit, est appelé en sélection avec la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs marqué, pas hier mais le match d'avant, je crois que c'était contre le Burundi, il a marqué avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça va être quelque chose de très intéressant pour lui, et même pour sa sélection, et aussi pour son club, même si son club a très mal performé en Coupe d'Europe cette saison. À voir l'année prochaine du côté de la LDC, s'il reste évidemment, parce que je pense qu'il sera quand même plutôt courtisé sur le marché des transferts. Là encore, point positif, point négatif. Au niveau des points positifs, on est sur un bon finisseur. Voilà, il surperforme ses XG, je crois, de 3, quelque chose. Je crois qu'il a 7 et quelques XG pour 11 buts en Ligue 1. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc voilà, il est surperforme, c'est plutôt cool. On a aussi un joueur qui est plutôt bon au duel. Voilà, il va au duel, il a pas peur d'y aller, et il a un bon pourcentage de réussite dans le domaine. Et enfin, on est sur un joueur avec quand même une bonne qualité technique. Donc voilà, au niveau des dribbles, etc., quand on a le ballon dans les pieds, souvent, voilà, il en fait quelque chose. Et c'est un joueur qui cette saison impressionne, enfin en tout cas m'impressionne moi, mais impressionne aussi la Ligue 1. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Au niveau des points négatifs, par contre, c'est
peut-être peu d'implication au jeu de son équipe. Voilà, en moyenne, il touche 38 ballons par match, c'est pas ouf. Et il fait, je crois, 14 passes réussies par match aussi. Donc c'est vraiment pas dingue pour le coup. Donc voilà, on est sur un joueur vraiment de surface qui va finir les actions, mais on n'est pas sur un joueur d'équipe qui va dézonner, qui va créer du jeu avec ses coéquipiers. On part maintenant du côté des Pays-Bas. Et oui, on va aussi s'intéresser aux pays hors Big Five. Et on va parler d'un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Le premier Marocain de la vidéo, il y en aura deux autres, hein, je vous préviens. Mais Ismaël Saibari du PSV Eindhoven, qui est un joueur excellent, qui est un joueur exceptionnel. J'aime beaucoup trop ce joueur. Et vraiment, depuis que je l'ai vu, je crois que c'était à la CAN. Je crois qu'il arrive après la Coupe du Monde 2022, mais il arrive en 2023. Après, il joue la CAN. Et du coup là, il est exceptionnel. Il est exceptionnel ce joueur. C'est un joueur qui a une qualité technique, waouh, exceptionnelle, une palette incroyable. Et finalement, c'est un mec qui est capable de t'apporter dans tous les compartiments du jeu. Et on va le voir après dans ses points positifs, négatifs. Mais c'est un joueur qui, vraiment, quand il a le ballon dans les pieds, tu sais qu'il va faire quelque chose. Tu sais qu'il va créer quelque chose, comme Nico Paz. Mais évidemment, lui, c'est dans un championnat un peu plus mineur. Mais pour moi, c'est même encore mieux que Nico Paz sur ce qu'il montre. Évidemment, il est plus âgé que lui aussi, il a 25 ans. Il est quasiment dans son pic de carrière. Et bon, j'espère vraiment qu'il va quitter le PSV pour un club européen, un big club européen l'été prochain, parce qu'il fait la meilleure saison de sa carrière tout simplement. Et voilà, c'est un joueur qui mérite d'être beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Et avec la sélection, voilà, quand je le vois jouer avec le Maroc, il est tellement au-dessus du lot. Je me souviens d'un but qu'il avait mis il y a quelques mois où il est sur le côté, il dribble 4 joueurs et il envoie une sauce lucarne opposée alors qu'il est excentré comme ça sur le côté droit. Exceptionnel. Exceptionnel joueur. Ismaël Saibari, pour ceux qui ne le connaissent pas, vraiment, allez voir, que ce soit ses matchs, que ce soit ses comps. Ouais, allez voir une compilation de ce joueur, vous verrez, vous aurez de la magie dans les yeux. Je suis persuadé que ça va arriver. Donc voilà, au niveau des points positifs, négatifs, points positifs, j'en ai noté 4. On est sur un joueur qui est très technique, voilà, quand il a le ballon dans les pieds, il le dribble, il aime bien créer du jeu, voilà, il est très fort, il est très très fort et il le sait qu'il est très très fort, donc il tente beaucoup de dribbles, donc voilà, c'est très intéressant. C'est un joueur ultra décisif, 11 buts, 12 passes D cette saison, donc 23 GA avec le PSV, c'est vraiment pas mal. Et on est sur 7 buts, 9 passes D en Eredivisie, voilà, il a passé le cap de l'Eredivisie, maintenant faut aller plus haut, faut viser un club du Big Five, voilà. Je pense qu'il serait bien en Liga, honnêtement, dans un club honnêtement, style FC Barcelone, voilà. Dans un club comme le Barça, bon évidemment il n'y a pas trop la place, mais dans un club comme le Barça, dans un club où il pourra vraiment s'éclater techniquement, et ben je pense qu'il s'en sortirait très 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 bien. Donc voilà, Ismaël Saibari, très bon jeu de passe également, c'est ce que j'avais noté en 3e point. Et en 4e point, bon bah c'est la meilleure saison de sa carrière tout simplement. Il est à son pic de niveau actuellement. Je pense que c'est le moment pour lui d'aller plus haut et on espère que l'année prochaine il sera plus haut que le PSV, même si c'est quand même un bon club. Au niveau du point négatif, assez peu d'applications défensives, c'est pas ce qu'on lui demande, donc voilà. Mais si je dois trouver un point négatif, c'est que défensivement il se la coule un peu douce, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas ce qu'on lui demande. En tout cas, voilà pour Ismaël Saibari. Allez le voir, c'est un one to watch. On continue la vidéo avec un joueur qui nous vient tout droit de Liga, du Portugal. On sait pas trop encore parce qu'en fait, c'est un joueur qui appartient à un club portugais mais qui est prêté en Espagne. Enfin, il appartient à un club portugais, il appartenait à un club portugais. On va parler du futur joueur de Chelsea, Dario Essugo, le milieu de terrain de Las Palmas, prêté par le Sporting. C'est un joueur très très intéressant, Dario Essugo, et on en reparlera beaucoup plus en profondeur d'ici quelques semaines. Voilà, en attendant, enfin, il arrive juste avant la Coupe du Monde des clubs, hein, donc on pourra le voir pendant la Coupe du Monde des clubs avec le mode Chelsea. Et on fera un petit focus sur lui juste avant la CDM des clubs pour vraiment avoir plus d'informations sur lui. Là, on va rester quand même assez large sur le cas Dario Essugo. Déjà, faut savoir un truc, c'est que c'est seulement sa 2e saison vraiment où il joue beaucoup de matchs. Hein. Il avait joué l'année dernière, il avait joué, je crois, une dizaine de matchs avec le Sporting, plus une dizaine, 14 matchs, je crois, avec un autre club portugais, Vizela, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il avait joué une première saison et cette saison, il a été prêté du côté de Las Palmas où il se débrouille plutôt bien. Et donc du coup, Chelsea a eu un accord avec le Sporting pour le recruter. On parle de 22 millions d'euros. Donc voilà, c'est quand même assez peu cher, surtout pour permettre à Caicedo d'enfin souffler, d'avoir un joueur qui est à peu près dans son style de jeu, dans son registre. Et ça, c'est très important parce qu'on a vu à quel point il a été cramé, Caicedo, pendant 2 mois, même si là, ça va mieux. En tout cas, voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais moi, je trouve que c'est un joueur très intéressant qui va apporter au club. Et ça, c'est un point important. Évidemment, il est très jeune. Ça, c'est le Chelsea FC, hein.
voilà, on prend tous les jeunes qui existent. Concrètement, je crois qu'il a 20 ans, donc c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui va progresser, mais c'est déjà un joueur intéressant. On va en parler tout de suite. Premier point positif, et directement, évidemment, on va en parler, c'est son jeu sans ballon. Défensivement, il est très très bon, que ce soit en termes de lecture du jeu, mais aussi de récupération, de duel remporté. C'est un joueur qui va beaucoup au duel. C'est comme Caicedo en fait, c'est vraiment un Caicedo bis, évidemment beaucoup moins fort, mais dans le style, c'est vraiment Caicedo. Donc voilà, jeu sans ballon, il est très fort, et placement défensif, il est très fort. C'est le deuxième point que j'ai noté, le placement. Voilà, c'est la lecture du jeu concrètement. Son placement est excellent, et voilà, il pourra nous aider, je pense. Je pense qu'il est déjà prêt pour être une doublure en première ligue, et on en reparlera évidemment d'ici cet été, mais aussi avant la Coupe du Monde des clubs, pour faire un focus plus précis sur lui. Et en termes par contre de points négatifs, j'en ai quand même noté deux. La première, c'est comme Caicedo finalement, voilà, quand je lui dis qu'il est dans le même registre, c'est très peu de frappes tentées. Voilà, je pense qu'il pourrait être meilleur parce qu'il a une grosse qualité de frappe. On l'a vu notamment en jeune. J'ai vu une vidéo d'un but qu'il avait mis avec le Portugal, peut-être à l'Euro U21 ou une compète jeune, où il était à 30 mètres, il envoie une sauce pleine lucarne. Donc voilà, il est capable de mettre des grosses sauces, mais il le fait assez peu. Bien sûr, après, Las Palmas, c'est pas une équipe où tu peux te permettre d'avoir beaucoup de frappes tentées, parce que voilà, t'as très peu le ballon, hein. Las Palmas, ça tourne entre 20 et 30% de possession moyen. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, peu de frappes tentées. Et l'autre truc, ça par contre, c'est un peu relou, c'est qu'il fait beaucoup de fautes et qu'il a beaucoup de cartons. Donc je crois qu'il a pris déjà 2 cartons rouges, il a pris 6 ou 7 cartons jaunes. Donc voilà, c'est un joueur qui doit se calmer, qui a vraiment le même tempérament que Caicedo. C'est vraiment le même, hein. C'est Caicedo et Sugo, c'est les mêmes. Voilà. Mais voilà, attention. Mais maintenant, ça reste quand même un joueur d'avenir, ça reste un joueur de qualité. J'attends de voir ce que ça va donner sur les prochains mois pour le bon vieux, le bon petit Dario Essugo. On va tout de suite du côté de la Belgique maintenant, avec deux joueurs belges, enfin deux joueurs du championnat belge dont j'ai envie de parler. Le premier, c'est Shemsdine Talbi. Et oui, les amis, Shemsdine Talbi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour moi le futur de la sélection marocaine. Voilà, avec d'autres joueurs évidemment, mais c'est un des joueurs qui vont vraiment montrer le futur de cette sélection. Il a seulement 19 ans, il a dit qu'il allait choisir le Maroc. Il avait même été appelé par Regragui sur le rassemblement de mars là, mais voilà, il a eu une petite blessure juste avant le rassemblement, du coup qui l'a empêché de jouer. Maintenant voilà, ça reste quand même un joueur de très grande qualité. C'est sa première vraie saison en pro. Il a 37 matchs joués cette saison, mais assez peu comme titulaire. Mais voilà, quand il a le ballon dans les pieds, c'est un feu follet. Voilà, c'est comme Saibari, c'est un joueur dans le même style qui est techniquement et très à l'aise. Même si pour moi voilà, Saibari est beaucoup plus imposant, beaucoup plus physiquement, il est bien meilleur, bien plus là que Talbi. Talbi c'est un peu une brindille, mais voilà, dans le style feu follet, dans le style dribbleur, on est encore sur un joueur de qualité. Il joue je crois à Genk ou à Genk. Je sais plus si c'est Genk ou si c'est Bruges, excusez-moi. Il joue à Bruges. Les deux jouent à Bruges, hein. Les deux joueurs dont je vais parler jouent à Bruges. Mais voilà, très intéressant. Voilà, Shemsdine Talbi, quand le ballon dans les pieds, comme je vous l'ai dit, c'est dans le style de pas mal de joueurs marocains en ce moment. Je pense à Hakim Ziyech, je pense à Sofiane Bouffal, je pense en ce moment du coup à Saibari. On peut parler aussi de Driouech du côté du PSV. On peut parler, comment il s'appelle, j'ai oublié son blaze, de El Khanous, dont on parlera après, je spoil un peu. Et voilà, c'est des joueurs qui ont cette qualité technique supérieure qui, pour moi, montrent aujourd'hui la supériorité de la sélection marocaine en Afrique. Et pour moi, voilà, on ne devrait même pas être en difficulté. Et j'ai oublié évidemment Brahim Diaz. On ne devrait même pas être en difficulté du côté de la CAN qui va se dérouler chez nous en décembre. On devrait devoir la gagner. On devrait la gagner tous les jours normalement, donc voilà, on attend de voir. Mais quand on a ce genre de joueurs-là qui vont être sur le banc, ils vont même pas être titulaires. Donc quand tu as cette qualité-là, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, je pense que tu peux que être heureux et optimiste quand t'es marocain. Et au-delà de ça, je pense que Talbi fera une autre saison à Bruges l'année prochaine où il sera vraiment titulaire indiscutable, parce que là il est derrière Van Aken. J'ai aucun doute sur le fait qu'il ira dans un top club. Dans un top club d'ici 2-3 ans, j'ai aucun doute, ce mec-là sera dans un top club européen. Donc voilà, point positif, négatif, je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'il en reste encore quelques-uns. Créateur d'occasion, gros dribbleur, et il tente beaucoup et ça lui réussit en termes de XG, hein, enfin de GA, but et assist. Je crois qu'il est à 7 buts, 5 passes D, donc voilà, 12 GA cette saison. C'est très intéressant sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, parce que voilà, point négatif, il est assez peu titulaire, donc voilà, c'est quand même un point négatif à souligner. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux, je pense. Et très peu d'implication défensive, voilà, comme Saibari, c'est un joueur qui se la foule pas trop, mais voilà,
Très intéressant ce joueur, je vous invite à aller voir peut-être des compilations ou vous intéresser aux petits aussi, hein. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, Shemzin Talbi, c'est lui aussi un joueur à suivre. Et l'autre joueur de la sélection belge, c'est Mats Smets, du coup qui est un défenseur central du côté de Bruges aussi. C'est un joueur qui déjà a beaucoup plus joué que Talbi, hein. C'est un joueur qui est titulaire, indiscutable avec son club. Il a joué 29 des 29 matchs, je crois, en championnat. C'est un joueur qui joue tout le temps. Donc voilà, très intéressant. C'est un joueur qui a été appelé une fois avec la sélection belge, je crois, l'année dernière. Et sinon, ouais, c'est pas encore appelé, mais je pense que ça va bientôt être le cas. Je crois qu'il a que 20 ans ou que 21 ans. Voilà, c'est un petit, mais faut lui laisser le temps. Faut lui laisser le temps et je pense que ce sera vraiment un très bon joueur dans le futur qui va vraiment apporter quelque chose de mieux, quelque chose de plus, que ce soit à la sélection belge, mais aussi au club où il sera. Je pense qu'il sera lui aussi dans un top club d'ici 1 an ou 2. J'en suis persuadé. C'est un des défenseurs les plus prometteurs du championnat belge. Et donc voilà, très intéressant. Point positif, négatif, on va aller très vite encore une fois. Pour moi, le plus gros point positif de ce Mats Smets, il est même pas défensif. C'est voilà, c'est ses passes longues. C'est ses passes longues. Il arrive à trouver, je crois, 8 passes longues par match. C'est monstrueux. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait plus de passes longues par match que lui. Il est très fort dans le domaine et c'est un joueur de très grande qualité sur ce point-là. Ensuite, on a quand même quelqu'un de fort au duel, mais attention, 60% de duels remportés à peu près, ce qui est vraiment bien. Bon, vous verrez après, c'est un peu en trompe-l'œil et une bonne lecture du jeu. Voilà, sans ballon, il arrive très bien à se placer pour intercepter et récupérer pas mal de ballons. Voilà. Et le point négatif, on va y venir, mais c'est un joueur qui va assez peu au duel. Donc oui, il a un bon pourcentage, mais il va assez peu au duel. Je crois qu'il tente que 1 ou 2 duels par match, ce qui est très peu pour un défenseur. Et voilà, je pense que c'est le point sur lequel il doit s'améliorer à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, Mats Smets, c'est un joueur de très grande qualité à suivre aussi. On va du coup maintenant en première ligue avec les 3 derniers joueurs. Et le premier, c'est pas un jeune, c'est un joueur que tout le monde connaît pour le coup, mais ça fait quand même partie de mes joueurs à suivre parce que c'est peut-être un des joueurs les plus hype du moment. Alexander Isak, évidemment. Ishak, comment vous l'appelez comme vous voulez. Moi personnellement, je l'appelle Alexander Isak. Voilà, Isaac des fois je le dis, mais ça dépend des moments. Mais voilà, en tout cas, Alexander Isak, c'est peut-être le meilleur numéro 9 de première ligue. En tout cas, ça se tape. Pour moi, c'est le meilleur, mais après voilà, chacun ses avis, chacun a le débat qu'il veut, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, on est sur un joueur d'excellente classe, on est sur un joueur de classe mondiale, on est sur un joueur qui pour moi va quitter Newcastle d'ici peu. À part si Newcastle va chercher la LDC, je pense qu'il va rester, mais voilà, sinon ça m'étonnerait qu'il reste. Maintenant, il va coûter très cher. Ça, c'est peut-être le point négatif dont j'ai pas mis dans la liste, mais il va coûter très cher. Et voilà, y a pas grand chose à dire. Tout le monde connaît Alexander Isak, mais c'est le moment de le suivre encore plus qu'avant parce que c'est un joueur incroyable. C'est un joueur incroyable. Quand il est dans la surface avec le ballon, tu sais que t'as 80% de chance de prendre un but. Franchement, quand t'es dans l'équipe adverse, moi, en ayant vu Isak jouer contre Chelsea 3 fois cette saison, je crois qu'il a marqué 3 fois. Ou alors 2 fois, 2 matchs. Enfin, 2 matchs, 2 buts. C'est soit 2 matchs, 2 buts, soit 3 matchs, 3 buts, mais en tout cas, à chaque fois, il a marqué. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un joueur incroyable, Alexander Isak. C'est un de mes joueurs préférés. C'est un des joueurs que j'ai le plus envie de voir à Chelsea dans la liste que j'ai là. Et voilà, c'est un joueur hors pair. Donc carrément, j'en perds mes mots, j'en perds mon vocabulaire. Voilà, c'est le premier point négatif. C'est le premier point positif que j'ai mis d'ailleurs. Numéro 9 hors pair, 23 buts en 33 matchs cette saison. Il est excellent. Voilà, grosse implication offensive, il surperforme très bien ses XG. Voilà, c'est le meilleur 9 de première ligue pour moi, clairement. Qualité technique, voilà, quand il a le ballon dans les pieds, on l'a vu même la saison dernière, pas cette saison, mais je crois que c'est la saison d'avant ou il y a 2 ans, je sais plus. C'est peut-être il y a 2 ans plutôt, quand il arrive côté gauche et qu'il dribble genre 5 joueurs, il la donne à Callum Wilson. Exceptionnel, la meilleure passe de l'histoire de la première ligue peut-être, non, je sais pas, mais voilà. Et point négatif, comme Evan Guessant, peu d'implication au jeu, voilà, c'est pareil que lui, faible nombre de ballons touchés, faible nombre de passes tentées, de passes réussies aussi, et voilà, assez peu de duels tentés aussi par Isak, mais bon, c'est les détails, c'est pas trop ce qu'on lui demande, lui on lui demande juste d'être dans la surface et de finir les actions, et voilà, c'est comme ça qu'ils ont gagné la Carabao, hein. Il était là, au bon moment, au bon endroit, il a mis juste son pied pour aller marquer, et voilà pour Alexander Isak, qui est peut-être un des joueurs les plus à suivre parmi les joueurs hype. Pour moi, c'est lui. Il en reste 2, les amis. On va continuer avec le 9e, Bilal El Khanous. Et là, David, c'est bon, tu peux enfin t'asseoir. Voilà. Pour ceux qui savent pas, je crois que c'était peut-être fin décembre ou mi-décembre, je sais plus. Il m'a envoyé un DM avec vraiment juste un tweet sur El Khanous et il m'a dit j'attends une vidéo. Bon, il m'a juste dit j'attends une vidéo avec un gif. Et ça date de décembre. Donc ça fait 3 mois que la vidéo doit sortir. Même plus que décembre. Je crois que ça date du début de saison. Ouais, non, je suis un ouf. Ça date de août.
Il m'a demandé de faire une vidéo sur El Khanous, on est fin mars, donc j'ai mis 7 mois. 7 mois, mais j'en parle finalement et voilà, je vais pas faire le mec en mode je l'aime pas et tout, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Voilà, c'est un joueur qui est selon moi le futur de la sélection, voilà, comme Talbi, etc. C'est un joueur, mais lui pour le coup qui est peut-être un peu plus confirmé que voilà tous les Talbi, etc. Voilà, il a 2 saisons complète du côté de Genk, plus là une saison complète en PL à Leicester. C'est un joueur qui a de très très belles qualités. Maintenant voilà, je pense que le move d'aller à Leicester était peut-être pas le meilleur move qui soit. Pour moi il y avait mieux à faire que jouer dans une équipe de bas de tableau de première ligue, parce que voilà, il peut pas montrer toutes ses qualités, toutes les qualités qu'il a montrées du côté de Genk, on peut pas les revoir vraiment bien à Leicester, parce que c'est une équipe qui touche très peu le ballon, c'est une équipe qui voilà, où en fait quand t'es un joueur offensif dans une équipe qui touche peut-être combien de ballons dans un match, peut-être 200, tu vois, 200 ballons dans un match touché, sachant que le gardien monopolise peut-être un cinquième, un sixième du nombre de ballons touchés. Quand t'es El Khanous, bon bah voilà, t'as peut-être 20 ballons touchés par match, enfin 20-30 ballons à toucher à chaque match, à tout casser. Ça montre assez peu de moments où tu peux vraiment créer quelque chose. Donc en fait, au final, tu te rends compte que le mec, bah il a des qualités, il a beaucoup de qualités, hein. C'est un joueur que j'apprécie énormément, comme je vous l'ai dit, mais c'est un joueur qui, au-delà d'avoir des qualités, pour moi, est plutôt restreint par le fait de jouer à Leicester. Et ça, c'est peut-être dommage. Et ça montre aussi peut-être que, on va en parler après, mais peut-être qu'il n'est pas encore prêt pour aller jouer à ce niveau-là. Donc ça, c'est un joueur qui a besoin de temps, hein. Il est quand même assez jeune, mais on est sur un joueur qui pour moi fait un move peut-être un petit peu trop rapide d'aller directement en Premier League. Peut-être qu'il fallait un club tremplin avant d'aller en PL, et encore moins aller dans un petit club de PL comme Leicester qui malheureusement va faire l'ascenseur et va redescendre à la fin de la saison. Est-ce qu'il va aller en Championship l'année prochaine ou est-ce qu'il va quitter le club? J'espère qu'il va quitter le club quand même, mais s'il a pas d'offre, ça risque d'être compliqué. Dans tous les cas, voilà, c'est un joueur très intéressant. Il a marqué avec le Maroc il y a quelques jours contre le Bénin, donc voilà, très intéressant comme joueur. Et on passe au point positif négatif. Au point positif, j'avais noté qualité technique, voilà, en point numéro 1, comme tous les Marocains de cette vidéo de toute façon, qualité technique, vision de jeu de passe, voilà, très intéressant. Et point positif quand même à souligner, et ça c'est aussi dû au fait que Leicester joue très très bas, mais défensivement il est quand même intéressant, il a de bonnes stats avancées du côté défensif, mais voilà, offensivement je trouve qu'il manque de vitesse, il est peut-être un peu lent, je trouve peut-être un peu lent, là avec Leicester c'est un truc que je me suis plutôt fait à chaque match que j'ai vu de lui, c'est que quand il a le ballon dans les pieds, ça va pas assez vite, il arrive pas à être assez dynamique et à être explosif pour aider son équipe, voilà, assez peu de XG, voilà, malheureusement pour lui, il tente très peu de frappes, et je crois qu'il a mis genre 1 but et 2 passes D cette saison, c'est très peu, malheureusement. Et voilà, en troisième point, j'ai mis pas PL ready pour l'interrogation, parce que ça c'est peut-être plus une hypothèse que je me fais du joueur, c'est que peut-être qu'il n'est pas encore prêt pour jouer à ce niveau-là, à un aussi haut niveau, notamment au niveau du pressing, etc. C'est un joueur qui est assez faible sur l'homme, on va pas se mentir, et face à des gros colosses, c'est plus compliqué pour lui. En tout cas voilà, El Khanous, c'est un joueur qui parmi les 10, honnêtement c'est peut-être le premier ou le deuxième en termes de mes joueurs à suivre, mais tout va dépendre de où il va aller la saison prochaine. S'il va en Championship, c'est sûr qu'il va plutôt descendre dans le classement, si c'est dans un top club, que ce soit européen, que ce soit en PL ou autre part, hein, mais là ce sera déjà beaucoup plus haut, parce que c'est un joueur qui a d'excellentes qualités, et vraiment c'est un des meilleurs joueurs de la liste honnêtement en termes de qualité intrinsèque, mais il faut vraiment qu'il se bouge un peu, voilà, qu'il se bouge un peu, qu'il soit plus explosif, plus dynamique, qu'il essaye d'aider au mieux Leicester avant leur descente, et que l'année prochaine il puisse avoir quelques offres de plusieurs clubs européens. Voilà pour El Khanous, si on finit la vidéo avec sûrement mon numéro 1 final, hein. Je pense que là c'est mon joueur préféré de la liste, c'est le joueur que j'attends le plus de voir la saison prochaine, parce que évidemment il a 78 000 clubs sur son dos. Toutes les équipes d'Europe le veulent. Toutes les équipes d'Europe le veulent. C'est le meilleur défenseur central. Non, j'abuse un peu. J'allais dire le meilleur défenseur central du monde. Non, c'est pas le meilleur défenseur central du monde, mais il a le potentiel pour devenir le meilleur central du monde. C'est Dean Huijsen, évidemment. Dean Huijsen, waouh. Quel joueur Dean Huijsen. C'est un de mes joueurs préférés. Cette saison, c'est, je pense, top 5 de mes joueurs préférés. Et il est excellent. Honnêtement, waouh. Dean Huijsen, les amis, c'est un joueur d'excellente classe. Il n'est pas encore world class parce qu'il joue qu'à Bournemouth, voilà. Mais l'année prochaine, vu qu'il va être dans un excellent club, ça va devenir un joueur world class dès la saison prochaine. Je le sais déjà, c'est un joueur incroyable, extraordinaire. Dean Huijsen, carrément, je vais directement passer au tableau avec mes points positifs et négatifs, parce qu'en fait, ce que je vais lister dans mes points positifs, c'est toutes les qualités du joueur. Déjà, premièrement, le premier point que j'ai noté,
c'est polyvalence. La polyvalence de ce mec. Ce mec-là peut jouer au milieu de terrain banal. Je pense que vous avez pas vu son match parce que c'était en même temps que la France pour ceux qui regardent la France. Mais ils ont joué contre les Pays-Bas du coup. Aller-retour contre les Pays-Bas là en Ligue des Nations, l'Espagne. Et je crois que c'est le Normand qui se blesse peut-être au bout de 45 minutes du match aller. Donc Hussein en rentre. Il rentre. En une mi-temps, il est excellent à l'aller et au retour, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et ce joueur-là, balle au pied, il a trouvé peut-être 4 occasions à lui tout seul. Il a créé 4 occasions à lui tout seul et il a une passe D exceptionnelle sur le but de Yamal qui est tout aussi exceptionnel. Et ce joueur-là est vraiment incroyable. En fait, balle au pied, c'est un joueur de dingue. Il peut jouer 8, banal comme je l'ai dit. Il peut même jouer 10. Je pense qu'il peut jouer 10, Hussein. Je vous jure que je pense qu'il peut jouer 10. C'est dingue. Ce joueur-là est d'une qualité extraordinaire. Et évidemment, moi, c'est un joueur que je suis depuis. C'est un joueur que je suis depuis parce que voilà, la Roma, j'avais regardé pas mal de ses matchs. Sous Mourinho, il avait été excellent. Mais il n'avait pas encore le niveau qu'il avait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il était quand même encore un peu frêle. Il faisait pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, il fait quand même assez peu d'erreurs. Et c'est un joueur qui est excellent. Lecture du jeu extraordinaire, je pense que c'est le meilleur de la liste en termes de lecture du jeu. Niveau interception, récupération, il est extraordinaire ce mec-là. Donc voilà, très très bon. Jeu de passe, excellent, je viens d'en parler. Mais voilà, jeu de passe, on est sur du 9 sur 10, rien à dire. Et il tente pas mal de frappes aussi, c'est pour ça que je vous dis que le mec est totalement incroyable. Il est très bon défensivement, très bon balle au pied, et très bon, il tente beaucoup de frappes. Je crois qu'il a déjà mis 2 buts cette saison. Sa célébration en mode chill guy. Voilà, c'est mon joueur préféré. C'est mon joueur préféré de la liste. Et je pense qu'il fait partie de mes top 5-6 joueurs préférés en ce moment. J'espère qu'il signe à Chelsea, vraiment de tout mon cœur. De tout mon cœur. Si Chelsea signe Hussein, j'oublie tout. Je pardonne tout s'il signe Hussein. J'y crois très peu. Point négatif, j'en ai qu'un seul, pas mal de cartons. Voilà, il a pris je crois 8 cartons jaunes, donc attention, il a pas pris de rouge, mais 8 cartons jaunes, voilà, attention quand même aux fautes. C'est quelque chose d'assez important à souligner. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme je l'ai dit au début de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt en tout cas pour une autre vidéo avec du coup le joueur que je vais vous afficher juste après la vidéo. Je vais vous teaser la petite miniature. On va parler de Mike Penders d'ici quelques jours qui pour moi sera le futur meilleur gardien du monde et il joue à Chelsea. Voilà. Moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.